Bonsoir, bienvenue à une nouvelle émission Le Micro du Soir. Aujourd'hui, nous accueillons à nouveau Zahra Nazarian, journaliste franco-arménienne et secrétaire générale de l'Union internationale de la presse francophone. Nous l'avions invitée une première fois, il y a plus d'un an, début mai 2022. Et vu la situation en Arménie, j'ai eu envie de reprendre son témoignage, bien que cette émission ne traite que rarement ou que quelquefois de relations internationales. Alors pour rappel, suite à un nouveau conflit fin septembre entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, la région du Haut-Karabakh, historiquement peuplée d'Arméniens, est désormais aux mains des forces azerbaïdjanaises. Une énième guerre entre ces deux pays, l'un des plus vieux conflits gelés issus de la dislocation de l'Empire soviétique qui a provoqué ces dernières semaines le déplacement de plus de 100 000 réfugiés arméniens. Depuis Erevan, capitale de l'Arménie, Zahra Nazarian va donc nous parler de la situation sur place, de son sentiment, de ses craintes. Et comme la dernière fois aussi, pour alléger un peu cet échange, nous discuterons ensuite de la vie de l'UPF, l'union dont elle est le secrétaire général, et de ses prochains rendez-vous. Zahra Nazarian, bonsoir. Bonsoir Laurent. Merci d'être avec nous une nouvelle fois. Alors première question, comment allez-vous et quelle est l'atmosphère à Erevan ? Écoutez, merci d'abord pour cette invitation et merci de revenir vers la problématique qui fait ô combien mal, donc celle de la situation des Arméniens en Artsakh, au Karabakh. La situation à Erevan est telle que, bien sûr, on a dépassé la situation aiguë qui avait lieu tout le mois de septembre, plus précisément à partir du 19 septembre, quand l'Azerbaïdjan a attaqué le Haut-Karabakh. Pour rappel, c'était une guerre d'une journée et demie qui n'a duré qu'une journée et demie, mais c'est facile à dire. En réalité, c'était une guerre où toutes les armes les plus lourdes, y compris les armes interdites, je pense ici aux bombes au phosphore notamment, qui ont été déployées durant cette journée et demie contre la population du Haut-Karabakh. Je vous rappelle quand même aussi que avant d'attaquer, le 19 septembre dernier, c'est pendant plus de 9 mois que la population du Haut-Karabakh était soumise à un blocus d'abord partiel, ensuite total. Au fait, à partir du 12 décembre, exactement, du 12 décembre 2022, les faux écologistes azerbaïdjanais ont bloqué la seule route qui reliait le Haut-Karabakh au monde extérieur. C'est-à-dire la seule route entre le Haut-Karabakh, pardon, excusez-moi, je vous coupe, entre le Haut-Karabakh et l'Arménie, hein, c'est ça? Oui, mais par là même, c'était la seule route qui reliait cette région au monde extérieur, parce que vous comprenez très bien qu'il n'y avait pas d'autre voie d'accès possible, on va dire comme ça, pas géographiquement, mais voilà, pratiquement, du point de vue pratique. Donc, le blocus a commencé le 12 décembre de l'année dernière. Pendant les quelques mois, il était partiel. Ensuite, pendant les 3 ou 4 derniers mois, il est devenu total, ce qui a amené à un rationnement qui allait à 100 grammes de pain par personne et par jour. Et pour l'absence totale des médicaments, l'absence totale des produits d'hygiène. Donc pour les denrées alimentaires, vous aurez compris, si même le pain est rationné à 100 grammes par jour. Donc c'était une espèce de torture en fait collective. Qui avait comme objectif de faire pression sur la population du Haut-Karabakh pour les faire céder en fait, pour les faire accepter le pouvoir ou la domination azerbaïdjanaise, chose contre laquelle ils se sont soulevés à la fin des années 90 et à cause de laquelle les 3 guerres ont eu lieu. C'était une question du droit à l'autodétermination de la population. Zahra Nazarian, oui, excusez-moi, je vous coupe, oui. J'ai une petite question qui me vient. Je me rappelle que lors de la dernière guerre, les Arméniens du Haut-Karabakh avaient brûlé certains d'entre eux, leur maison, avaient mis le feu à leur maison précisément pour que les Azéris ne puissent pas en bénéficier. Et ça a été le cas également cette fois-ci ?
Il s'agit des Arméniens qui ont été déportés des régions qui entouraient le Haut-Karabakh et oui, une grande partie d'entre eux ont brûlé leur propre maison. C'était une image horrible, dévastatrice de voir ça. Donc là, pendant cette dernier épisode, non, ça n'a pas eu lieu. Ça ne veut pas dire que les images de départ des Arméniens qui ont, je vous rappelle juste pour imaginer un peu l'ampleur de la catastrophe, plus de 100 000 personnes ont laissé leurs terres, leurs maisons pendant en moins d'une semaine en fait. Ça durait 4 ou 5 jours, l'exode total. Donc, pourquoi a eu lieu cet exode, encore une fois, pour mettre les points sur les i? Donc, comme je vous ai dit au début de cette conversation, il y a eu une attaque militaire extrêmement intense de l'Azerbaïdjan sur la population du Haut-Karabakh. Une attaque militaire contre laquelle, bien sûr, que les faibles forces, si je puis dire comme ça, d'autodéfense du Haut-Karabakh n'avaient absolument pas de moyens de se battre parce qu'il s'agissait de l'attaque avec des drones israéliens et turcs notamment. Donc là, c'est une arme dernière génération contre laquelle même les pays puissants ne peuvent rien faire. Que ce que vous voulez des forces d'autodéfense de la petite République autoproclamée. Et donc, la guerre s'est arrêtée donc le surlendemain pratiquement. Ensuite, les pouvoirs d'Artsakh du Haut-Karabakh ont tout de suite déclaré forfait en demandant l'arrêt de la guerre et donc en se rendant. Et là, il y a eu deux types de réaction de la population. Une partie qui a dit tout de suite, c'est ce qu'ils ont dit depuis toujours, c'est ce qu'ils ont dit pendant les 9 mois du blocus, qu'ils ne pouvaient pas vivre sous la juridiction azerbaïdjanaise et qui ont tout de suite commencé à préparer leur départ immédiatement. Et l'autre partie de la population contrainte, enfin parce que c'est pas évident, vous comprendrez bien, c'est pas évident de tout laisser et de partir soit avec une valise, soit avec sa voiture en amenant que quelques petits sacs. Donc l'autre partie de la population qui était même contrainte à rester et accepter le nouveau pouvoir tel qu'il allait se présenter. Eh bien, cette illusion de pouvoir rester a été très vite disséminée parce que pratiquement le deuxième, troisième jour, les réfugiés des villages d'Artsakh, ceux qui ont subi non seulement l'aviation azerbaïdjanaise, mais aussi l'attaque des forces terrestres de l'Azerbaïdjan, ils ont commencé à regagner la capitale Stepanakert et ils ont rapporté notamment les horreurs qui se sont produites dans ces villages qui ont été attaqués par l'armée azerbaïdjanaise, c'est-à-dire sur le sol. Et le point culminant, c'était en fait le meurtre de 2 frères, 2 garçons de 8 ans et de 10 ans devant les yeux de leur grand-mère et devant les yeux de leur père, le père qui a été lui aussi tué quand il a essayé de sauver ses fils. Alors qu'officiellement, donc, ils ont été poignardés. Ouais. Alors qu'officiellement, excusez-moi, je vous coupe. Officiellement, à Bakou, on dit que aucun mal ne sera fait aux Arméniens du Haut-Karabakh. En fait, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Et dites-moi, voilà, les Zahra Nazarian, que pensez-vous de cette crainte que éventuellement le sud de l'Arménie pourrait également être prise d'assaut par l'Azerbaïdjan? Vous savez, c'est une perspective malheureusement bien réaliste. La seule chose qui retient l'Azerbaïdjan, c'est bien sûr l'opinion internationale. Parce que Aliyev, aussi dictateur qu'il soit, essaye de sous la jouer, si on peut dire comme ça, ouvert, un dirigeant cool, agréable, etc. Il a réussi parce que l'Union européenne, notamment Madame Ursula von der Leyen, l'avait déclaré un partenaire fiable donc de l'Europe. Donc apparemment ce jeu réussit. Cela aussi, notamment pour des raisons économiques, je suppose. Pour le gaz pour des raisons économiques, ouais. Exactement, parce que l'Azerbaïdjan vend son propre gaz à l'Europe, mais il vend aussi le gaz russe, celui qui est sous sanction.
et le monde entier, l'Europe en l'occurrence, est en train de fermer les yeux, ne comprenant pas comment ça se fait que la production du gaz d'Azerbaïdjan a triplé depuis la guerre en Ukraine. Voilà. Donc, pour revenir à votre question, bien sûr, il serait tenté par cette nouvelle offensive, cette fois-ci sur le sol de l'Arménie. Mais bien sûr qu'il essaie de plutôt de la jouer comme ça, de faire en sorte que ce sont les Arméniens qui l'ont provoqué. Lui, il ne voulait absolument pas. Mais les Arméniens, comme ils n'étaient pas sages, comme ils ne voulaient pas s'aligner, donc il était obligé d'entreprendre cette offensive. Donc il y a des négociations très intenses dans la région, y compris aujourd'hui à Téhéran, sous format 3 plus 3, qui s'est transformé chemin faisant en format 3 plus 2, parce que la Géorgie vient de refuser sa participation. Donc il y a des négociations, encore une fois, très intenses, qui essayent de résoudre ce problème, parce que l'Arménie n'est pas du tout à l'abri d'une éventuelle attaque militaire de l'Azerbaïdjan, qui est, encore une fois, je vous rappelle, armée par les meilleures armes, les plus sophistiquées, les plus modernes, les plus chères. 5 milliards de dollars le budget d'armement de l'Azerbaïdjan, donc je vous laisse imaginer la suite. Et dans quelle position se trouve aujourd'hui le Premier ministre arménien Nikol Pachinian ? Oui, écoutez, si je vous dis facile, vous n'allez pas me croire, et c'est pas le cas, parce que d'un côté, il essaye de faire face aux difficultés qui se sont abattues une nouvelle fois donc sur l'Arménie, parce que vous imaginez pour un petit pays d'à peine 3 millions d'habitants, à peine, et qui a déjà vécu une guerre dévastatrice en 2020, l'arrivée de plus de 100 000 compatriotes dépourvus de tout. Il y en a qui sont arrivés avec leurs pantoufles et leur robe de chambre, ceux qui ont été chassés notamment des villages. Ceux de Stepanakert, de la capitale, ont eu, entre guillemets, plus de chance parce qu'ils ont eu 2-3 jours pour se préparer. Mais toujours étant-il que ce sont des gens qui arrivent dans le pays, qui a des ressources faibles. Donc il y a un dernier conseil justement de ministres qui vient de se tenir, qui a décidé d'une allocation mensuelle de 40 000 drachmes. Je vous rappelle que ça fait moins de 100 € par mois et par personne, pour chacun donc des réfugiés, en sachant que c'est rien par rapport au coût de la vie donc en Arménie. Donc, le problème est immense, sans parler des problèmes que l'Arménie était en train d'affronter depuis déjà 3 ans, pratiquement depuis la dernière guerre de 2020. Et donc, en plus, les nouvelles menaces de l'Azerbaïdjan, les menaces bien concrètes, bien solides. Je pense que la dernière fuite, pour ainsi dire, qui a eu lieu dans le magazine très sérieux américain, très sérieux Politico, où le ministre de la Défense des États-Unis donc aurait parlé dans un cercle fermé du danger imminent d'une attaque azerbaïdjanaise sur le sud de l'Arménie. Ça a été publié en tant que fuite. Vous comprenez très bien qu'un magazine qui se respecte ne se laisse jamais... Vous faites référence à Anthony Blinken, c'est ça, secrétaire d'État américain. Exactement. Exactement. Voilà. Oui, pardon, secrétaire d'État. Donc, c'est ça qui a un petit peu retardé cette attaque, mais qui n'est pas du tout exclu au moment où on en parle. Alors, Zahra Nazarian, comme au Proche-Orient, mais évidemment dans des proportions et des problématiques distinctes. Je ne veux pas faire une analogie qui ne peut pas en être une, mais on voit quand même qu'on a la sensation que certains peuples n'arriveront jamais à s'entendre, étant donné que les jeunes générations qui ont souffert des attaques des adversaires portent en elles un très fort sentiment de vengeance. À terme, elle est où la solution dans le Caucase, selon vous? C'est une excellente question que vous posez. Étonnamment, ce que vous dites est parfaitement logique. Néanmoins, on voit que, étonnamment, et malgré ce qu'on aurait pu penser, l'Arménie ne cesse pas de clamer haut et fort son attachement à une solution pacifique et à la paix,
à un point où c'est même reproché au pouvoir actuel arménien parce que de l'autre côté, vous avez ouvertement des discours belliqueux, ouvertement. De l'autre, et du côté arménien, c'est toujours les appels à la paix. On se prépare à signer les dernières déclarations du Premier ministre, notamment arménien. On se prépare à signer, on est prêt à signer un traité de paix avant la fin de l'année. La paix, la paix, la paix, la paix, la paix. On ne parle que de la paix. J'ai par moment même l'impression qu'on oublie que la meilleure façon d'avoir la paix, c'est d'être prêt à la guerre. On ne voit pas du tout ça du côté arménien. De l'autre côté, effectivement, malheureusement, c'est pas de la propagande ce que je vous dis, c'est la stricte réalité, la triste réalité. De l'autre côté, on voit très bien, actuellement, les réseaux sociaux permettent de voir beaucoup de choses. Que par exemple dans les écoles maternelles où vont les enfants de 4, 5, 6 ans en Azerbaïdjan, il y a des leçons qui disent grosso modo, le prof demande, la maîtresse demande qui est votre ennemi, et les petits enfants de 4, 5 ans qui n'ont rien à voir avec cette question disent arménien. Donc je ne vois absolument pas de quelle manière la paix durable, une paix durable pourrait s'instaurer dans cette région. Alors que du côté arménien, ce que vous dites, c'est que malgré tout, vous sentez cette force, cette capacité, malgré tout ce que vous avez subi, se veut encore de paix. Il y a une force très forte, très forte, très forte, très forte. Très fort souhait de la paix à la fois du côté des pouvoirs donc arméniens, mais aussi de la population qui dit qu'il faut absolument résoudre cette question et arrêter cette tuerie. D'accord. Comme je disais en introduction, Zahra Nazarian, on va passer à l'autre de l'autre activité que vous gérez. Vous êtes journaliste et également secrétaire donc général, comme je le disais, de l'Union internationale de la presse francophone. Alors, quel est l'agenda de l'UPF? Quels sont vos prochains rendez-vous? Et vous, plus généralement, comment vous voyez que cette union est en train vers quelle orientation elle est en train d'aller? Oui, donc on a eu, donc cette année notamment, au sein de l'UPF, on a eu une période assez difficile. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a encore du mal à se remettre de la pandémie qui a arrêté nos activités. Enfin, on n'était pas les seuls, mais vous savez très bien combien d'entreprises ont fait faillite depuis 2020 et depuis l'arrêt des activités. Donc, évidemment, ça n'a pas épargné une organisation non gouvernementale comme la nôtre. On a eu beaucoup de difficultés cette année. Néanmoins, on est en train de remonter la pente d'une manière très active et productive même, parce que pas plus tard qu'au mois de janvier, du 9 au 12 janvier prochain, on va tenir nos prochaines assises, cette fois-ci à Dakar, au Sénégal, sous un thème plus qu'actuel. Encore une fois, c'est médias, paix et sécurité. Au début, quand on avait pensé à ce thème, c'était plus par rapport à la région, mais malheureusement, on voit que c'est d'actualité pour le monde entier, et ceci de plus en plus. Donc, le prochain grand événement, grand rendez-vous de l'Union de la presse francophone, c'est à Dakar, entre le 9 et le 12 janvier 2024. Parce que je vous invite. C'est gentil. Et alors, concernant l'UPF, parce que c'est ces grandes messes de l'information que vous organisez, c'est le cœur même de l'UPF, hein, et c'est comme ça aussi que vous obtenez des financements, en organisant ces grandes réunions. Oui, bien sûr, c'est l'une des façons d'obtenir des financements, parce qu'encore une fois, on est une organisation non gouvernementale. Évidemment, on n'a aucune activité commerciale, on ne peut pas en avoir, donc voilà, c'est absolument exclu. D'ailleurs, on a été coupé par l'appel, désolé, mais il y a un autre grand événement dans la vie de l'UPF et qui concerne précisément cette fois-ci la région de l'Europe de l'Est, dans laquelle on se trouve, hein, tous les deux. Donc, je parle ici du symposium sur les fausses nouvelles. On les appelle communément les fake news, mais bon, on parle bien le français, n'est-ce pas? Ou Infox, donc, éventuellement. Ce symposium, voilà, éventuellement, exactement, les Infox. Et ce symposium aura lieu à Bucarest au mois d'avril prochain. Avril 2024 aussi. Il a été reporté, hein, ça devait être en décembre. Il a été reporté. Voilà. Exactement, il a été reporté et c'est parfait. Ça s'est fait sur demande de nos partenaires.
à Bucarest, et c'est parfait parce que, bien sûr, ça nous laisse plus de temps pour la préparation et pour affiner le programme, etc., etc. Donc ça, c'est aussi très important. Un autre sujet d'actualité, parce que les deux sont liés, en fait. La façon dont on accueille l'information et dont on la traduit, c'est pas à moi de vous l'apprendre. Vous organisez d'excellentes formations sur le sujet vous-même. Sarah Nazarian, merci infiniment d'avoir été une nouvelle fois au micro du soir. J'avais très envie, après ce qui s'est passé, ce qui se passe, de vous avoir au micro du soir. À bientôt. J'espère vous voir pour de meilleures nouvelles. Voilà, pour de meilleures nouvelles à Bucarest. Chères auditrices, chers auditeurs, je vous dis à la semaine prochaine, même endroit, même heure. Week-end Placout. Et petit message de sécurité routière, ça faisait longtemps. Si vous prenez la route, soyez très prudents. Merci. Au revoir.